Bonjour, nous allons pouvoir commencer. Lithium, c'est un sujet sur lequel nous travaillons depuis quasiment un an. C'est un sujet sur lequel nous avons commencé au travers des constructeurs automobiles, des véhicules électriques, leur empreinte carbone, comprendre. Ensuite, on a tiré le fil jusqu'aux fabricants de batteries. On a essayé de comprendre comment tout ça fonctionnait, quelles étaient les implications. Et en fait, à force d'investigation, de recherche, de remontée de chaînes de valeur, nous avons fini par découvrir un monde qui est en train de se construire. C'est le monde de la chaîne de valeur du lithium. Donc c'est un des matériaux qui composent les batteries. Ce n'est pas le seul, hein, mais nous avons jugé que c'était un élément représentatif de cette construction que nous avons nommée le Big Lithium. Pourquoi? En référence au Big Oil qui s'est construit. Mais lorsqu'on regarde la capitalisation boursière de l'ensemble de la chaîne de valeur du lithium, puisqu'on est en train de travailler sur une sorte d'indice de référence autour du lithium, du très amont jusqu'au très aval, on se rend compte que la capitalisation boursière des plus gros acteurs ou cumulée d'une centaine de valeurs qu'on a identifiées est sans commune mesure par rapport à la capitalisation boursière du monde du pétrole. Mais néanmoins, c'est là où on veut aller, puisque qui dit lithium, batterie, véhicule électrique dit électrification, pas uniquement des véhicules électriques, mais aussi de tout ce qui est produits de consommation, produits énergétiques secondaires fabriqués à partir d'autres énergies. Et en l'occurrence, c'est l'ensemble du monde du stockage auquel on fait allusion. Donc, l'ensemble de ce monde en capitalisation boursière est très, très en deçà de ce qui devrait être si la transition énergétique devait être réalisée. Et c'est la raison pour laquelle nous croyons que ce Big Lithium doit se construire, va se construire et ne peut pas se construire. Et on va essayer de vous le démontrer sans la partie les plus en amont de cette chaîne de valeur qui est le mining, donc l'exploration. Comment avons-nous réalisé ce travail? En fait, nous l'avons réalisé, comme je l'ai expliqué, sur 3 grosses notes que nous avons publiées. Et autour de ces 3 notes, des notes plus courtes qu'on a publiées régulièrement pour réagir à des événements, mais sans jamais vouloir être court-termiste, mais toujours situer ces événements dans une logique structurante de cette industrie pour essayer de voir et d'identifier les paramètres qui font et qui permettront à cette chaîne de valeur de se construire. Donc cette chaîne de valeur et ces publications, on l'a décomposée en 3 parties. La première, l'idée c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi on a une domination des batteries lithium-ion, quels sont les obstacles en matière de coût notamment pour atteindre ce qu'on appelle le marché de masse, et on n'y est pas encore, loin de là. Peut-être en Chine on commence à y être, mais ça n'est pas encore complètement le cas. La deuxième partie est plus pédagogique. On a réalisé à travers ce travail que l'élément lithium et ses différentes caractéristiques, les différentes formes qu'ils peuvent prendre, les différents dépôts, les différentes manières de l'extraire avaient des implications considérables sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et aujourd'hui, on se rend compte que de là viennent toutes les incohérences qui peuvent se produire dans l'offre et la demande de lithium et les implications que ça peut avoir sur le passage des véhicules à combustion interne aux véhicules électriques. Donc ça, c'est cette deuxième partie, l'offre et la demande fondamentale. Mais quelle offre? Puisque le lithium, c'est une chose, le type de lithium en est une autre, et la qualité de ce lithium en est encore une. C'est ce qu'on appelle le battery grade, on viendra là-dessus tout à l'heure. La troisième partie, c'est la partie qui nous a demandé le plus d'intensité, le plus de travail. C'est un peu la conséquence des 2 premières. C'est comprendre 2 thèmes qui nous ont semblé complètement liés, assez étroitement liés, je dirais. La stratégie d'intégration industrielle et verticale au sein de cette chaîne de valeur, qui se fait par consolidation vers le haut et par intégration verticale. Donc il y a une double consolidation verticale et horizontale qui est extrêmement intéressante à analyser, qui se fait capitalistiquement, pas suffisamment, pas assez de ressources. Les acteurs les plus en aval sont assez peu conscients des enjeux, et ça, on va essayer de l'expliquer aussi. Et le deuxième thème qui nous semble extrêmement important, ce sont les considérations ESG et comment l'innovation peut apporter des éléments de réponse à ces considérations ESG. Donc, en gros,
qu'est-ce qu'on peut dire de manière synthétique et qu'on va pouvoir développer par la suite? Le coût des batteries, c'est un élément essentiel, c'est un obstacle majeur à la percée du marché des produits alimentés par batterie. Donc ça, c'est un élément fondamental et structurant du message qu'on a essayé de traiter dans ce travail. L'autre élément qui nous semble important, c'est que le stockage de l'énergie, et pas uniquement forcément des batteries pour véhicules électriques, devrait représenter les 2/3 de la demande de batteries d'ici à 2050. Donc c'est ça un des principaux secteurs, selon nous, de croissance sur le long terme. Ça inclut bien sûr les batteries pour véhicules électriques, mais aussi ce qu'on appelle le BE2S, le stockage d'énergie sur batterie, pour d'autres applications résidentielles ou autres. Alors le lithium, en fait, ce graphique, il représente pas mal de choses, beaucoup d'illustrations. C'est un travail qu'on a essayé de décomposer en deux grandes sections. La partie complètement à gauche ici, en fait, c'est la partie où finalement on s'y intéressait assez peu, il ne se passait pas grand-chose. Et puis du jour au lendemain, on a commencé à avoir un décollage considérable, qui est complètement lié aux politiques de subvention chinoises sur les véhicules électriques. Et puis depuis fin novembre, on a eu le pic du lithium. On voit bien qu'il est autour de 600 000 yuan la tonne. On a une chute vertigineuse du prix du lithium qui a baissé de quasiment 60% par rapport au point haut de novembre. Alors, pourquoi cette baisse? Deux éléments qu'on a identifiés dans une note qu'on a publiée hier matin. On ne va pas forcément développer tous les détails, mais il y a des choses extrêmement intéressantes, des enseignements extrêmement intéressants sur 2022 qui peuvent permettre d'expliquer le futur. Mais en tout cas, deux éléments expliquent cette baisse. Le secteur des véhicules électriques en Chine commence à se modérer. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est une industrie qui commence à mûrir. On n'est pas encore en maturation. Il se trouve que le mois de janvier a montré la première baisse year over year en matière de vente de véhicules non ICE, comme on dit, 6%, 6,3% précisément. Mais le mois de février a été plutôt très bon. Donc on verra ce que ça donne en matière de demande de véhicules électriques. Et au passage, on a pu constater à la fois chez les constructeurs traditionnels des guerres de prix, il y a du déstockage de modèles finalement qui dans quelques années n'auront plus de valeur résiduelle, donc des modèles traditionnels ICE, mais aussi certains acteurs dans le monde du véhicule électrique qui ont commencé à couper les prix. Et on verra à quel point cette notion de prix est extrêmement importante pour l'arrivée en mass market sur cette industrie. Le deuxième élément, c'est un problème d'offre qui commence à inquiéter et on a des réponses par rapport à ça. On a beaucoup travaillé avec des experts et des gens qui comprennent bien ce qu'est une ressource, ce qu'est une réserve, ce qu'est une production et quelle est la qualité de cette production. Et en tout cas, le marché s'inquiète de perspectives d'une offre mondiale beaucoup plus élevée en 2023, ce qui en partie est vrai, mais en d'autres parties n'est pas complètement justifié. Alors, la consommation de lithium pour les batteries a considérablement augmenté. Vous voyez que ce 74% qu'on a ici n'était qu'une petite dizaine de pourcents il y a quelques années. Donc, ces dernières années, parce que les batteries au lithium rechargeables sont largement utilisées sur le marché croissant des véhicules électriques, mais aussi de l'électronique portable. Qu'est-ce que ça implique? C'est que le verrouillage de l'approvisionnement en lithium est devenu une priorité absolue pour les entreprises, aussi bien automobiles, mais technologiques au sens large, en Asie, en Europe et aux États-Unis. Et ça, c'est des sujets qu'on va aborder. Les projections non uniquement sur le véhicule électrique laisse entendre que ce 74% pourrait devenir un chiffre de l'ordre de 95% à horizon 2030. Donc en gros, le lithium aura quasiment qu'un seul marché final en pourcentage, 95%, qui sera celui des batteries au sens large. Alors, what difference does it make? C'est cette première partie qu'on a évoquée tout à l'heure, qui essayait de comprendre pourquoi les technologies
de lithium sont aujourd'hui acceptés comme les plus appropriés en raison, en tout cas c'est notre compréhension, de leur densité d'énergie très élevée, ainsi que de la croissance de production qui permet des effets d'échelle. À l'origine, en fait, ce n'est pas l'argument prix qui a favorisé les batteries lithium-ion, c'est vraiment la densité énergétique. Ce qu'on constate aussi, c'est que depuis le début des années 90, les prix des technologies ont chuté. Donc ça, c'est ce point qu'on met en avant. Donc l'idée, c'est de faire ressortir les 2-3 points essentiels de ces takeaways de la première partie. Mais cette baisse de prix d'environ 97% depuis le début des années 90 est essentielle. Mais l'autre élément qui est intéressant, c'est la baisse de prix depuis 2010 à peu près sur les batteries lithium-ion. Puisqu'en fait, au début de 2010, voici le prix qu'on avait. Voici le prix en termes réels. Ça n'est pas le prix nominal de 2021, mais c'est le prix en termes réels. Donc, ça veut dire que les prix des batteries lithium-ion ont baissé de quasiment 90% dans une période de temps qui est relativement courte. Pourquoi c'est important? Parce que la notion de parité, et c'est quelque chose qu'on va évoquer, est une notion essentielle pour le développement du mass market. En fait, les acteurs du marché estiment qu'à peu près 100 $ le kilowattheure, c'est le seuil critique qui permet de rendre équivalent un prix de production entre un modèle à combustion et un modèle électrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de prix d'achat, vous arrivez à un seuil pendant lequel le consommateur peut acheter un véhicule à un prix équivalent et le constructeur automobile peut conserver une profitabilité élevée en vendant des véhicules électriques à des prix beaucoup plus attractifs. On a évoqué la notion de densité, d'intensité. C'est très fort. Alors, pourquoi j'ai choisi ce graphique? Parce qu'en fait, notre compréhension des enjeux nous laisse croire que ce graphique a un enjeu beaucoup plus marketing et technologique qu'un enjeu industriel. Qu'est-ce que ça veut dire? Le lithium est extrêmement précieux car c'est le métal le plus léger et l'élément solide le moins dense qui offre un rapport puissance-poids très élevé, et ça c'est essentiel lorsqu'il s'agit du transport. L'adoption des batteries n'a pas été motivée par les prix, on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il y avait déjà des technologies qui étaient beaucoup moins chères, mais elle a été adoptée parce qu'elle permet à un grand nombre de produits électroniques et aujourd'hui aux véhicules électriques d'avoir des phases de charge, décharge, d'intensité et de construction aux économies d'échelle. Donc, ce qu'on appelle ça, on appelle ça le punch. Donc, il y a un petit emballage léger et ils permettent beaucoup de cycles, recharge, décharge, par rapport aux technologies précédentes. Ce qui est intéressant, c'est de voir les progrès des technologies de batterie plutôt que de savoir si on peut avoir des densités à 250 Wh le kilogramme ou si on peut aller plus haut. Ce qui est important, c'est de savoir s'il y a densité énergétique, en fait, à taille de batterie équivalente, on peut gagner en densité. Aujourd'hui, c'est là où on en est. Donc l'idée, ce n'est pas d'avoir des batteries de plus en plus puissantes, c'est d'avoir des batteries de plus en plus efficaces, de plus en plus légères et qui permettent d'avoir plus d'autonomie. L'idée, c'est de savoir si en 10 ans, on peut doubler, par exemple, un véhicule comme la Tesla Model S. Est-ce qu'elle ne pourrait pas passer de 500 km d'autonomie aujourd'hui à 1000 km sur des batteries qui offrent à peu près les mêmes paramètres qu'aujourd'hui? Donc, en gros, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est que cette batterie CTP 3.0 de CATL, qui vont être produites en série à partir de 2023, donc je pense que dans les mois qui viennent, mais on verra que l'enjeu pour l'industrie aujourd'hui n'est pas forcément ces critères, ce n'est pas forcément le range, mais c'est plutôt le prix. Alors, je reviens sur ce graphique qu'on a évoqué, où on a évoqué le chiffre tout à l'heure. Donc, c'est le 100 $ par kilowattheure. Vous voyez bien cette courbe depuis début 2013. On a réussi à recueillir un certain nombre de données. On n'a pas réussi à recueillir toutes les données.
Vous avez la décomposition entre le prix du sel et du pack. Donc le pack est la partie qui apporte le moins de valeur ajoutée. Le sel, c'est toute la construction de la batterie catalytique. J'ai un petit souci, il n'arrive plus à défiler les... Ah voilà. Alors, en matière de prix, ce qu'on a pu constater, c'est que pour la première fois en 2022, les prix des batteries sont remontés. En gros, les prix des matières premières sont une composante du prix des batteries, mais ce n'est pas les seuls. Ce qu'on constate, c'est que les effets d'échelle sont une des explications. La main-d'œuvre est une partie importante. Le coût des investissements est une partie importante. Et tous ces facteurs sont des facteurs qui sont difficiles à déterminer, mais prédire l'évolution des coûts des batteries est un exercice difficile, incertain, ok, mais c'est un exercice essentiel pour tous les acteurs de la chaîne de valeur. Alors, sur cette partie un peu plus pédagogique, hein, qui est le lithium, pardon, je me suis trompé de slide. Je vais essayer d'aller assez vite sur cette partie un peu pédagogique que vous retrouverez sur les slides lorsque on vous les fournira. Il faut comprendre que, en fait, seules les ressources en pegmatite et en saumure sont utilisées pour produire des produits chimiques à base de lithium. Ce sont ce qu'on appelle les ressources conventionnelles. Et l'autre point qui me semble important à retenir, c'est la domination de la Chine. Donc, dans cette infographie que nous avons dessinée pour vous sur la base de grandes lectures et qui nous ont permis de comprendre, vous verrez le positionnement à la fois du pegmatite et du saumure, des exemples de dépôts, de gisements, et qui vous permettent de comprendre, parce que les implications en matière, et vous le verrez sur le graphique suivant, les implications en matière de processus, d'extraction, de transformation, de traitement et de raffinage sont considérables. Et le lithium que vous obtenez à partir de ces différents types de gisements ne sont pas forcément les mêmes et n'ont pas forcément le même niveau de qualité et n'impliquent pas les mêmes choses en matière de chaîne de valeur. Autre point qui est important, on le verra aussi, c'est qu'en fonction du type de lithium que vous avez, pegmatite ou brine, les implications environnementales ne sont pas les mêmes. Côté pegmatique, on parle plutôt de déchets. Côté brine, c'est plutôt un problème de nappe phréatique, d'utilisation d'eau, qui est un sujet qu'on adresse aussi. Autre élément un peu pédagogique qu'on a voulu mettre en avant, qui nous semble essentiel, c'est où sont les grandes réserves, qui sont les grands producteurs. Les ressources, c'est une chose, les réserves, c'est une autre chose, la production, c'en est une autre, et la qualité de cette production, c'en est une autre. Donc, on est vraiment toujours dans l'amont, mais ça nous paraît essentiel. Donc, on se rend bien compte que les plus grandes réserves de lithium se trouvent en Amérique latine et en Australie. On a quelques nouveaux gisements. En Amérique du Nord, on a aussi des gisements en Chine qui sont, en Amérique du Nord et en Chine, est un mélange de brine et de pegmatite. L'Amérique du Sud, c'est du brine. L'Australie, c'est du pegmatite. Autre élément important sur cette chaîne de valeur, sur la partie amont, c'est la domination de la Chine. C'est un leader incontesté en matière de chaîne de valeur du lithium. Le reste du monde a été extrêmement lent à répondre à cette domination. Pendant des décennies, la Chine a verrouillé tous les meilleurs actifs à travers le monde et ont tranquillement vaqué à leurs occupations et développé des connaissances sur la construction de la technologie lithium-ion. Tout a été construit en Chine sur la partie batterie et amont, alors que nous, dans les pays développés, on s'est concentré sur la partie batterie et encore et aval. Donc il y a un décalage stratégique très fort entre les deux et qui fait que cette domination chinoise a de grandes chances de perdurer. Regardez ce graphique très intéressant et il résume l'Europe. L'Union européenne a été un des premiers à reconnaître le potentiel, les risques potentiels de la batterie.
tout ce qui est autour des véhicules électriques. Mais l'Europe a essentiellement alloué ses financements à la disposition de son industrie de fabrication de cellules et surtout de véhicules électriques. Elle a mis très peu de ressources à la disposition de la production de matières premières. Et c'est un élément clé déterminant dans les orientations stratégiques pour les années à venir et finalement le retard considérable qu'a pris l'Europe et qui ne semble pas être rattrapé aujourd'hui pour différentes raisons par rapport à la Chine et les États-Unis qui, sous l'effet de l'IRA, commencent un tout petit peu à se développer. En termes d'offres et de demandes, en gros, qu'est-ce qui est important de retenir? Jusqu'à 2030-2035, nous sommes en déficit considérable d'offres de lithium. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du lithium dans le monde, il y en a beaucoup. Encore une fois, la problématique du lithium, c'est la différence entre l'existence de la ressource et cette capacité à la mettre dans une batterie. Par exemple, construire une gigafactory de batterie, ça prend entre 1 an et 2 ans. Entre la partie très en amont de l'exploration jusqu'à la production et le raffinage de lithium peut s'écouler entre 5 et 15 ans. Donc, si on fabrique des gigafactories et qu'on n'est pas capable de les alimenter, ça pose un problème. Et c'est en cela que les Chinois ont parfaitement compris où étaient les enjeux. Je suis désolé. Ah, voilà. Non? Bon, j'ai un lag considérable, je suis obligé de revenir. Alors, on en vient à cette partie 3 qui nous semble essentielle. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, une des conclusions majeures qu'on tire de nos travaux, c'est que le lithium est un exemple parfait de la perturbation des industries traditionnelles, donc ce qu'on appelle la disruption, par des nouveaux entrants et un processus inévitable d'intégration verticale. Un grand nombre d'acteurs de cette chaîne de valeur, Tesla, CATL, BYD, Albemarle, SQM et d'autres noms de cette value chain, sont des gens dont on n'entendait absolument pas parler il y a 10 ans, ou qui n'existaient pas. Si nous devions identifier la faiblesse de la Chine, et ça c'est un des points importants, c'est l'ESG, mais on en parlera un tout petit peu plus tard. Mais en tout cas, sur cette chaîne de valeur, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une concentration verticale et horizontale qui est colossale. Les acteurs miniers traditionnels commencent à rentrer, mais la domination aujourd'hui, elle est largement faite par les grands acteurs du lithium qui sont des pure play. Ce sont des noms que j'ai cités, donc Albemarle, SQM, on a Livent, pardon, et d'autres acteurs qui aujourd'hui dominent largement, c'est ce qu'on appelle les Big Four, qui dominent 80% de la production de lithium au monde et qui sécurisent cette production de lithium. 2 acteurs chinois font partie des 5 ou 6 gros acteurs, mais globalement, c'est une industrie qui est déjà très concentrée en haut, mais très fragmentée en bas. Donc, il y a des dizaines et des dizaines de petits acteurs très locaux qui commencent à être achetés, qui commencent à faire l'objet d'opérations de rachat, et on le voit récemment avec l'opération entre Albemarle et comment Liontown, pardon. Voilà, c'est le nom que je cherchais. Et tout ça est précurseur de ce qui peut se passer. Les acteurs chinois réfléchissent à une chaîne de valeur et depuis très longtemps et sur la construction de ce big lithium. Autre élément qui est intéressant et qui est symptomatique de ce qui se passe, vous voyez, vous avez le mining de lithium en bleu, vous avez le raffinage de lithium en orange, et vous voyez bien que la Chine est largement dominante, on l'a vu. Certains acteurs sont dominants dans certains domaines. Le Chili commence à développer son raffinage, mais n'a pas de marché local de véhicules électriques suffisamment important pour pouvoir s'orienter plus en aval de la chaîne de valeur. Mais on voit bien que des acteurs comme les États-Unis sont extrêmement en retard, et l'Europe
je le disais tout à l'heure, complètement absente. Elle n'est même pas catégorisée dans ces chiffres de raffinage. Et pourquoi le raffinage est important? C'est ce qui permet de faire d'un produit lithium minéral un produit carbonate ou hydroxyde qui va être battery grade. Et on se rend compte que sur l'ensemble de la production de lithium, les taux de conversion de lithium en battery grade ne sont pas forcément toujours très élevés et que c'est l'élément essentiel. Et le raffinage fait partie de cette étape intermédiaire avant la fabrication des anodes et des cathodes, avant la fabrication des batteries et avant l'intégration de ces sels dans des packs et de l'ensemble dans des véhicules électriques. J'évoquais la Chine comme un dominant et la construction de la Chine autour des batteries. Vous voyez que les deux gros acteurs dominants du marché des batteries aujourd'hui sont CATL et BYD, qui est aujourd'hui en fait le leader mondial incontesté de vente de véhicules électriques avec un peu moins de 20% de part de marché en 2022. Avec ces 34% de part de marché de la consommation de lithium dans le monde, CATL a une position extrêmement dominante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle attire naturellement tous les grands constructeurs automobiles et pas seulement les Chinois. CATL fournit des batteries à presque tous les constructeurs automobiles du monde. Elle a obtenu une grande quantité de lithium grâce à des investissements directs dans la production depuis des années. Et en fait, si on devait résumer CATL, ça semble être sans aucun doute le concept et la création d'un plan majeur à long terme pour dominer l'industrie des véhicules électriques. À l'origine, BYD, qui est aujourd'hui un constructeur automobile, est un fabricant de batteries aussi. Vous voyez sur le graphique de droite cette même problématique, mais vue sous un autre angle. Alors, je parlais de BYD, la domination des Chinois. D'abord, un marché domestique qui est en train de mûrir, mais aussi un marché à l'exportation qui est en train d'exploser. Les exportations chinoises de véhicules électriques ont atteint un niveau record en 2022 et l'Europe ne représente que 4% de la production chinoise de véhicules électriques. Cette tendance va se poursuivre. La pénétration des véhicules électriques chinois devrait être très très rapidement significative en Europe et les fabricants de Chine, c'est BYD, c'est SAIC Group, c'est Great Wall Motor, c'est Geely Group, c'est Yanaio, c'est Xpeng, des noms dont on entend très peu parler en Europe, mais qui sont en train d'envahir le marché européen et on verra ce qui se passe aux États-Unis. Je le disais, BYD, 18% de part de marché dans le monde. 7 modèles BYD sont dans le top 10 des 10 modèles les plus vendus au monde. Donc ça, c'est vraiment des éléments importants. Alors, Tesla semble aujourd'hui un des rares acteurs qui puisse faire face à la domination chinoise dans ce domaine. Alors Tesla, c'est une problématique complètement différente, n'a pas été construit de la même façon, mais Tesla a été un des premiers à comprendre que les technologies de batterie, les approvisionnements étaient clés dans la réussite sur cette nouvelle industrie. Tesla s'est construit comme un groupe technologique autour des batteries, la compréhension des fonctionnements des batteries, la compréhension des faiblesses des batteries, et qui aujourd'hui a plus vocation à s'intégrer verticalement vers le haut. Par exemple, en novembre, Tesla a demandé à l'État du Texas une autorisation, une licence pour ouvrir une unité de raffinage considérable aux États-Unis. C'est une des conséquences de l'IRA, bien entendu. L'autre force de Tesla, c'est que Tesla gagne plus d'argent pour chaque véhicule qu'elle vend que n'importe lequel de ses concurrents au monde traditionnel. Donc ça veut dire que Tesla a intégré la fabrication des batteries, d'autres parties de sa chaîne d'approvisionnement, comme je le disais, et il existe un grand écart entre les autres équipementiers, les autres constructeurs automobiles en matière d'intégration verticale. C'est le graphique de droite qui vous montre à quel point, en fait, les grands constructeurs traditionnels européens ou américains sont très en retard, commencent à prendre des initiatives, mais plus à travers d'accords d'approvisionnement que de véritable intégration verticale. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte progressivement, mais ce n'est pas encore complètement le cas, que le lithium, en fait, si je devais l'exprimer différemment, je dirais que pendant des années, dans la chaîne de valeur automobile, le constructeur a été dominant
et à considérer ses fournisseurs comme une variable d'ajustement prix en fonction de l'offre et la demande. J'achète plus, si j'ai pas assez, je paye plus cher, mais c'est une variable. Aujourd'hui, en fait, le constructeur automobile traditionnel est le dominé dans cette chaîne de valeur. Il y a insuffisamment de minéraux, et notamment de lithium, pour fournir tout le monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe des contrats d'approvisionnement à long terme, on est capable de surpayer, on achète trop, c'est une des raisons de la baisse du cours du lithium aujourd'hui, mais globalement, on devient dominé dans une chaîne de valeur où finalement, pendant les 10 ans qui viennent, les constructeurs automobiles n'auront probablement pas assez de minéraux pour alimenter leur gigafactory. Et ça, c'est une des grosses erreurs qu'on a identifiées en Europe. Il y en a une deuxième, c'est autour du recyclage, c'est qu'elle a considérablement subventionné les gigafactories sans prendre en considération le besoin d'intégration verticale vers le mining. Alors, en matière de considération ESG innovation, on l'a dit tout à l'heure, si on devait identifier un des points faibles de la Chine, c'est cette faiblesse en matière d'ESG. Sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, puisqu'une grosse partie de la sécurisation, par exemple, de CATL et d'intégration verticale, c'est du pegmatite en Chine, qui est produit dans des considérations environnementales catastrophiques, dans des considérations sociales qui ne sont pas bonnes, et ça, c'est un vrai problème. En matière d'ESG, sur la partie E, il y a deux façons de voir les choses. Donc, il y a le brine, on l'a dit tout à l'heure, autour des problématiques d'eau, et le pegmatite autour des problématiques de déchets. Sur ces problématiques d'eau, nous avons travaillé avec un des grands experts autour de ce qu'on appelle la DLE, Direct Lithium Extraction, qui est une technologie qui permet de faire circuler l'eau et les saumures pour les réinjecter une fois purifié du lithium. Donc ça, c'est une technologie qui est nouvelle, qui doit dater de 5-6 ans et qui permet d'éviter tous ces champs de désalinisation qu'on peut voir, qui sont catastrophiques et qui consomment beaucoup d'eau. Autre élément qui est très intéressant, regardez en 2022, une des conséquences du DLE, c'est que, en fait, dans la consommation, dans le salar d'Atacama, la consommation d'eau en pourcentage par rapport aux autres consommations, c'est-à-dire l'agriculture et autres types d'utilisation, pour comment dire, la production de lithium, l'extraction de lithium, n'était que de 8%. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, en 2022, les acteurs du lithium n'ont demandé et n'ont obtenu qu'une allocation de licence que de 10%, et ils ont consommé 8%. Donc ça, c'est très intéressant car ça permet de minimiser de manière prospective le rôle du lithium dans les problématiques de nappe phréatique. Mais ce qui est certain, c'est que pendant des années, on peut estimer qu'à peu près 65% de l'eau dans la région du désert d'Atacama a disparu en raison principalement de l'extraction de lithium. Donc, les techniques de DLE permettent d'envisager des choses beaucoup plus E-friendly, comme on dit, et des acteurs comme SQM, Albemarle, Sigma Lithium et d'autres acteurs sont extrêmement actifs sur l'implémentation de ce type de technologie. Il y a d'autres approches qui sont faites. Par exemple, il y a un acteur qui s'appelle Alpha Lithium, qui est très intéressant parce qu'aujourd'hui, les acteurs du lithium vont même jusqu'à faire des études d'hydrographie. Par exemple, c'est le cas d'Alpha Lithium à un endroit qui s'appelle le Tolila Salar, pour essayer de comprendre, lorsqu'on décide de lancer une production de lithium, une extraction de lithium, comprendre quel est le réseau hydrographique. Est-ce que la production et les sources naturelles d'eau sont suffisantes ou viennent permettre de se mettre en ligne avec les demandes d'eau qu'exigent les extractions de lithium.
Donc ça, c'est très intéressant. Et si vous avez le temps de regarder en détail ça, on se rend compte que à Dalila Salar, on a 2 fois de sources naturelles en eau par rapport aux besoins d'extraction de lithium. En matière d'ESG, on a essayé d'identifier aussi les acteurs du lithium sur le E, sur le S et sur le G. On ne pourra pas forcément rentrer dans les détails aujourd'hui, qui nous semblent les plus best in class. Et on a identifié 2 acteurs, un qui s'appelle SQM, qui est chilien, et Sigma Lithium, qui est canadien. C'est très intéressant et on a écrit un certain nombre dans nos différentes publications, on a pu faire allusion à leur comportement sur le E, sur le S, et en matière de gouvernance, qui est la pierre angulaire du E et du S aussi. En matière d'ESG, on a essayé aussi de comprendre, au-delà du mining, plus en aval, comment on peut aussi améliorer cette chaîne de valeur. Pourquoi? Parce que, par exemple, on a des acteurs comme Volkswagen qui, depuis des années, essayent de communiquer sur leur positionnement ESG. On a fait tout un travail, on a fait une publication là-dessus, et on est plutôt sceptique sur le positionnement ESG de Volkswagen, malgré des partenariats avec des fondations, etc. Donc ça, c'est la façade. Mais par exemple, quand on regarde la chaîne de valeur de Volkswagen, que ce soit en nickel, que ce soit en cobalt ou d'autres domaines, on se rend compte que l'empreinte carbone et l'empreinte environnementale de Volkswagen sur sa chaîne de valeur n'est pas très bonne. En matière de nickel et en matière de cobalt, par exemple, ils travaillent beaucoup en Indonésie, qui est un pays dont l'électricité est fabriquée essentiellement à partir de charbon et de gaz, par exemple, et dont les minéraux viennent de ce qu'on appelle la latérite. Et les technologies d'extraction de minerais dans la latérite sont à très forte intensité carbone. Des acteurs comme Ford et Tesla sont aussi en Indonésie, très présents. Donc au plan environnemental, il faut quand même surveiller les constructeurs automobiles. En revanche, du côté des technologies de batterie, il y a des choses très intéressantes. Vous avez probablement entendu parler de la différence entre les batteries qu'on appelle liquid state et les solid state. Les technologies de batterie solid state, visiblement, ont une capacité à réduire l'empreinte carbone des batteries de 24%. Si on devait coupler ça avec ce que je viens d'évoquer avant, c'est-à-dire des matériaux issus de sources durables, donc avec une chaîne de valeur en amont bien plus sélectionnée, les solid state pourraient permettre des économies de l'ordre de 40%, quasiment 40%. Donc ça, c'est extrêmement important. En plus, ces batteries, elles peuvent offrir des meilleures performances, des meilleurs avantages environnementaux, on vient de le dire, mais à contrepartie, la technologie fait que ces batteries exigent 35% de lithium en plus que les technologies liquid state actuelles. Ça veut dire que l'approvisionnement durable en métaux va rester un élément essentiel dans l'empreinte carbone des batteries, et notamment sur la chaîne de valeur du lithium et la production de lithium. Donc si on veut avoir moins d'empreinte carbone et une chaîne de valeur plus durable, la consommation de lithium devrait augmenter à travers ces solid state. Donc en gros, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? 1, le prix des batteries est essentiel. 2, l'élasticité du consommateur au prix des batteries, au prix des véhicules est très forte. On l'a vu avec le marché chinois. Ce qui est très intéressant, c'est que la taille moyenne des batteries sur le marché mass market chinois est autour de 40 mégawatts. En Europe, c'est 55. Aux États-Unis, on a des niveaux très élevés et on est plutôt range et véhicules premium que mass market. Ce qu'on constate sur l'ensemble des facteurs qui sont clés pour la baisse du prix des batteries, 1, l'effet d'économie d'échelle qui a ses limites en matière de risque-rendement. 2, la composition des batteries, LFP contre NMC, les LFP sont beaucoup moins chers. Et 3, cette intensité, la réponse est extrêmement claire. Le succès de cette chaîne de valeur et du monde des véhicules électriques ne passera que par le mass market, c'est-à-dire par des petits véhicules avec des batteries plus légères, plus efficaces et une chaîne de valeur beaucoup mieux intégrée. Le 100 $ par kilowatt, il est essentiel. Le problème du 100 $ aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas atteint, il va être atteint, et on voit bien les courbes. Mais deuxièmement, il y a un écart-type très fort
La Chine est déjà à 106. Les pays les plus chers sont à 140, 150. Donc on est encore très très loin. Donc les écarts de fabrication viennent d'un certain nombre d'éléments de coût qu'on peut imaginer entre la Chine et les pays développés, et viennent aussi des tailles. Donc ça, c'est un élément important. L'autre élément qui nous semble extrêmement important, c'est la sécurisation du lithium. On l'a déjà évoqué à plusieurs reprises. Certains acteurs sont très en avance, certaines régions sont très en avance, d'autres très en retard. L'Europe, on a évoqué le cas d'Imerys, c'est un sujet qu'on a évoqué dans une de nos publications. On est ravis avec Imerys, potentiellement c'est 700 000 véhicules par an. Il ne faut jamais oublier que Imerys, c'est du pegmatite, avec des impacts environnementaux qui sont vraiment pas bons. Donc ça, c'est très important. Il y a un autre acteur français qui est très intéressant à suivre dans ce domaine, c'est Eramet. Eramet est dans le brine en Amérique du Sud avec des techniques DLE déjà expérimentées en laboratoire et en pratique. Donc Eramet me semble être un meilleur acteur à la fois en termes d'implantation et d'ESG qu'un Imerys, potentiellement. Mais la réalité, c'est que la production de minéraux en Europe, les capacités de raffinage ne sont pas là. Sur le recyclage, c'est très important. Peut-être que je suis allé un peu vite sur la partie du recyclage, mais pour pouvoir recycler, il faut des batteries non seulement en fin de vie, mais en fin d'utilisation totale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on estime une durée de vie d'une batterie à 10-12 ans, plus 50% de ces batteries qui arrivent en fin de vie au bout de 10-12 ans, qui peuvent être étendues à 6-7 ans supplémentaires pour d'autres applications de stockage, qui demandent moins de densité, moins d'intensité. Mais finalement, on se rend compte que la problématique de recyclage, bien sûr qu'elle est fondamentale, bien sûr qu'elle doit arriver, mais ça n'est pas la priorité aujourd'hui. Ça n'est pas la priorité en matière d'allocation de ressources. Et on se rend compte que l'Europe, pour moi, a fait deux erreurs fondamentales. J'ai commencé par la première qui est de surfinancer les gigafactories et aussi de surfinancer le recyclage plutôt que de permettre l'intégration verticale vers l'amont. Donc ça, c'est très important. Donc globalement, les prix, le mass market, la sécurisation du lithium et l'intégration verticale. Voilà les éléments essentiels. Le Big Lithium, encore une fois, il est en phase de construction. On a déjà des acteurs qui sont identifiés, qu'on ne connaissait pas il y a quelques années. Il y a certains acteurs traditionnels qui cherchent à rester dans le jeu. Je pense à Rio Tinto, mais qui n'est pas forcément le best in class en termes d'ESG. On a des constructeurs automobiles qui cherchent à rattraper le retard par rapport aux constructeurs chinois et par rapport à Tesla, avec beaucoup de difficultés. Volkswagen a annoncé un plan de 200 milliards de dollars il y a quelques semaines. Ce qui sera intéressant, c'est de voir le rythme d'implémentation, l'allocation de ces ressources et voir à quel point ces ressources allouées de 200 milliards se décomposent entre la partie batterie et aval ou batterie et amont. Et ça, c'est fondamental.